Bonjour et bienvenue sur Au-delà de mourir. Je suis aujourd'hui avec Olivier Enfoux, thanatopracteur. Nous sommes au cinéma Capitol Studio, à côté d'Avignon, où passe en ce moment le film Thanatos, l'ultime passage, où Olivier Enfoux intervient. Et c'est pour ça qu'il est là ce soir pour une interview. Olivier Enfoux, bonjour. Bonjour, je suis très content d'être ici. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de deux livres dont on va parler ce soir, donc notamment Entre mes mains, Confidence d'un embaumeur, et également Aux portes de l'inconnu, Quand la vie résiste à la mort. Oui, donc ces deux livres donc, dans le dernier livre, Entre mes mains, Confidence de l'embaumeur, tous ces livres ont en fait été écrits d'après mes notes et mémoires que j'ai accumulées depuis une trentaine d'années par une personne donc, qui s'appelle Madame Annette Geffroy, qui est plus apte que moi à écrire, qui est un écrivain, et qui en a fait des manuscrits qui ont été publiés en fait immédiatement par certaines sociétés d'édition. Voilà. D'accord. Vous nous dites effectivement dans votre livre que, enfin je ne sais plus lequel, c'est peut-être Aux portes de l'inconnu, mais peu importe, enfin vous nous dites que dès le début de votre carrière de thanatopracteur, donc vous avez eu la bonne idée de prendre des notes et sur vos activités, sur les cas particuliers que vous rencontriez, et c'est ça qui vous a permis finalement de rédiger ces deux livres, sans quoi vous n'auriez pas, à partir de vos seuls souvenirs, vous auriez été un peu en difficulté pour reconstituer tout cela. Lorsque l'on ne reste pas sur l'instant présent d'un vécu, que l'on se dit on remet à plus tard de vouloir rendre compte de quelque chose, on va perdre la réalité de l'instant présent. Donc c'est pour ça que dès le début, j'ai pris l'habitude de noter sur des notes, sur des bouts de papier, sur des petits carnets, ce que je voyais au niveau manifestation un petit peu étrange au contact de certains. Bon, une personne qui est décédée, c'est un cadavre. Au montage de certains cadavres pour lesquels je travaillais, ou lors de certaines découvertes sur le plan spirituel. Et toutes ces notes accumulées, c'est une autre personne, donc, comme je le disais, donc, qui les a prises et qui en a fait des livres. Nous ne sommes que le maillon d'une chaîne qui s'étend. D'accord. Vous nous avez dit, vous avez rencontré quelques manifestations que vous avez qualifiées un peu d'étranges et vous nous en parlez assez abondamment dans vos deux livres. Sûr, oui. Donc, j'imagine quand même que c'est pas systématique, c'est pas pour toutes les personnes auxquelles vous prodiguez des soins de conservation, c'est pas pour toutes les personnes qu'il y a ces manifestations. C'est pas pour toutes les personnes. Avec du recul, bon maintenant que j'ai à peu près une trentaine d'années, avec du recul il faut compter... Trentaine d'années d'expérience. D'expérience, de vécu... C'est pas votre âge bien sûr. J'ai 58 ans. Et bien voilà, c'est une confidence de plus. Hein. Vous voilà. Êtes un embaumeur qui fait des confidences. Voilà. Il faut savoir dire les choses dans la vie en général, toujours rester comme l'on est, sans vouloir entrer des artifices. Donc tout ce qui sont dans ces livres, c'est une trentaine d'années de vécu, quoi. Le métier d'un thanatopracteur, je préfère dire en fait, embaumeur. Pourquoi? Parce que j'ai plus vécu en Angleterre qu'en France. Alors oui, merci pour cette précision sur le terme que vous préférez employer. Oui, et donc ça explique le choix que vous avez fait pour le sous-titre Confidence d'un embaumeur. Et là, je voudrais préciser pour les personnes qui nous écoutent que embaumeur, c'est pas un terme qu'on rencontre en fait dans le métier du funéraire, en tout cas en France. J'ai travaillé moi-même comme maître de cérémonie pendant longtemps et j'avais toujours affaire à des thanatopracteurs qu'on appelait d'ailleurs des thanatos. On nous disait est-ce que tu as appelé thanato? Oui. Et alors là, c'est un thanato, ça nous fait bien penser au film Thanatos hein, pour lequel on se réunit ce soir. Exactement, Thanatos, l'ultime passage. Alors c'est vrai que maître des cérémonies, c'est une chose où l'on est le plus au contact donc, des défunts. Moi, ce qui se passe en fait, c'est que quand j'étais gamin, je voulais connaître le mystère de la mort. Sans idée macabre, sans idée préconçue, je n'avais jamais rencontré la mort, quoi. Donc il faut savoir garder ses rêves, avoir de l'obstination, ne surtout pas abandonner ce que l'on a en l'esprit. Donc par le fruit du temps, j'ai abandonné donc, des études de droit qui allaient me mener à des métiers d'avocat d'affaires pour devenir porteur fossoyeur. Et puis oui, après, vous vouliez devenir avocat, donc vous avez pris un virage soudainement, vous avez changé d'avis.
c'est pas que j'ai changé d'avis, mais vous savez, dans une famille, quelquefois, il y a un poids. Il y a le poids des familles qui disent il faut que tu suives ce chemin. Bon. Et à un moment donné de ma vie, donc, j'ai fait un choix. J'ai laissé tomber le côté matérialiste, binaire d'une vie basique pour entrer dans un espace qui s'ouvrait à moi, un boulevard immense, immense d'opportunités, pas matérielles, mais spirituelles. C'est pour ça que je suis arrivé à ce métier. Et c'est vrai qu'avec du recul, alors, lorsque j'ai voulu faire ce métier, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas si j'allais réussir à avoir les bases techniques, psychologiques, intellectuelles pour exercer ce métier. Il faut durer. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est seulement l'idée que j'avais du départ, qu'être au plus proche des défunts, ça permettrait de voir des manifestations. Donc, en fait, j'ai fait un pari immense, et avec du recul, si c'était à refaire, je le referais. Vous nous rapportez différentes anecdotes, toutes plus surprenantes les unes que les autres, dans vos deux ouvrages. Et en fait, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui vous a motivé au départ à votre intérêt pour la mort, qui n'était pas du tout macabre, vous nous avez dit, alors qu'en fait on a quand même cette image en tête, et effectivement dès qu'on pense à la mort, on se plonge tout de suite dans une atmosphère morbide, mais pour vous c'était pas du tout le cas en fait, vous étiez, même quand vous étiez enfant, vous étiez juste curieux peut-être simplement, et une saine curiosité, voilà, c'est cela qui vous animait. Alors, je suis issu d'une famille qui est... Bon, mon père était médecin, ma mère était donc directrice d'école maternelle. J'ai eu la chance de vivre dans une famille à l'abri du besoin. Bon, donc où on peut vivre à l'abri du besoin, à l'écart de toutes les vicissitudes humaines où on rencontre des problèmes. Et donc j'ai pu avoir un regard simple sur le monde extérieur, quoi. Et c'est des simples interrogations que je me posais qui m'ont amené à cette notion. Le point de départ, c'est une curiosité, mais pas une curiosité, il y avait de la volonté. Vous savez, quelquefois on se dit, il faut que je fasse ça, vous le faites sous peine de... Si vous ne le faites pas, vous le regrettez toute sa vie. C'est pour ça que je vous disais au début, si vous avez des rêves, allez-y, ne les abandonnez pas en cours de route. En fait, vous avez eu une mission que vous avez, dont vous vous êtes senti investi très tôt en fait. Donc du coup, pendant votre enfance ou votre adolescence, vous avez compris que c'était quelque chose à quoi vous ne deviez pas renoncer. Donc vous avez commencé des études d'avocat, puis vous avez dit non, il faut que je revienne à ma mission. Enfin, peut-être que vous ne pensiez pas avec ce terme-là à cette époque-là, mais enfin vous pensiez que c'était plus juste pour vous d'aller dans cette voie, quoi. Bien sûr. Et donc, vous savez, je vais vous dire comme pour vous, comme tout un et chacune, à l'instant où nous sommes présents, nous ne sommes plus les mêmes êtres humains que nous étions il y a 10 ans. Il y a une évolution qui se fait. Et c'est vrai que si je me regarde le point de départ, l'adolescent, puis mon entrée donc dans les pompes funèbres, c'était à Avignon, au poste de... Vous vous rendez compte, je laisse tomber des études en droit qui allaient me mener à un métier qui ramène, excusez-moi l'expression, mais je veux dire, qui ramène beaucoup d'argent, pour devenir porteur fossoyeur. Dans une famille, ça laisse un froid. Enfin bon, le terme n'est pas juste. Mais vous avez des découvertes qui sont... alors, là, vous rentrez dans des découvertes qui sont ternaires. Vous n'êtes plus dans le binaire matérialiste. Et c'est là où vous vous rendez compte que la mort, c'est la découverte de la réalité de ce qu'est réellement un être humain. Si vous ne savez pas ce qu'est réellement un être humain, vous ne pourrez jamais vous consacrer à savoir ce qu'est la mort. L'être humain, la vie de l'être humain ne commence pas par le cri du nouveau-né, hein. La vie commence bien avant. Mais la mort ne commence pas qu'avec l'arrêt du cœur. Donc c'est vrai que cette approche spirituelle de la mort, et puis il faut durer dans le temps. Ah, je trouve intéressante votre observation, comme quoi on n'est plus dans le binaire, mais on est ternaire. En fait, le binaire, c'est assez, on dit, une approche matérialiste binaire, ça serait dire soit on est vivant, soit on est mort, et dans son cercueil, et c'est fini. Et vous avez une vision ternaire. Alors en fait, c'est pour dire qu'il y a quelque chose au-delà de cette dualité apparente de vie et mort. Hein, il y a quelque chose au-delà, et ça vous intéresse, et vous y avez été confronté, vous y êtes confronté assez régulièrement dans votre activité en fait. Exactement. Et je voudrais vous interroger sur le choix que vous avez fait d'aller en Angleterre pour passer un autre diplôme de thanatopraxie, le diplôme anglais. Et d'ailleurs en Angleterre on parle effectivement là du coup d'embaumeur, hein, en terme anglais c'est embalmer, embaumeur. En fait ça c'est... Vous savez, lorsqu'on a une vie qui est continue,
l'évolution se fait plus ou moins facilement. C'est lorsqu'il y a des arrêts, des remises en question qu'une évolution peut arriver. Bon, l'être humain, l'histoire de l'humain a été conçue comme ça depuis l'homme préhistorique et bien avant. Bon. Je suis parti en Angleterre parce que je me disais, le diplôme anglais est considéré comme le plus dur au monde. Je vais essayer déjà d'une part de me former à ce que font les Anglais, et puis présenter ce diplôme. Bon, je fais court, je vous passe sur les mois de travail acharné, de remise en question permanente, de doute. Je tiens à dire que le doute n'est pas un échec, c'est un facteur d'évolution. Bon. Finalement, j'obtiens donc le diplôme anglais, je reste en Angleterre, et puis je mets à travailler. Bon. Et c'est pour ça que je préfère le terme embaumeur, parce qu'en fait, ce sont les Anglais qui m'ont tout donné. Lorsque j'étais en Angleterre à travailler, je m'en rappelle encore, j'étais sur un corps autopsié. Mon supérieur hiérarchique vient me voir et me dit, tu sais, le monsieur qui est là, il rentre d'Irak. J'ai comment ça? Un embaumeur qui vient d'Irak, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'explique rarement qu'il dépendait donc d'une entreprise américaine qui employait des embaumeurs, qui emploie des embaumeurs pour la recherche, la conservation de restes humains, lorsqu'il y a des accidents d'avion, des tsunamis, ainsi de suite. Donc, et cela, et je vous interromps, excusez-moi, oui, ça en fait c'était un nouveau déclic pour la suite de votre carrière, puisque vous avez décidé en fait de faire comme ce monsieur. Bien sûr. Et oui. Donc vous avez postulé pour travailler pour le compte de cette entreprise américaine, et c'est donc, vous allez me dire cela, vous allez me confirmer ça tout de suite, et c'est votre activité actuelle. C'est mon activité actuelle, c'est-à-dire que je dépends de cette entreprise lorsqu'il y a un pépin, je veux dire mort de masse, catastrophe d'avion, tout ça. Je ne l'exerce pas du tout en France, pour raison d'ordre spirituel. Oui, alors vous allez nous expliquer cela. Donc en fait, vous me l'avez dit au téléphone quand on s'est parlé il y a quelques jours, effectivement, vous allez nous le réexpliquer. Je suis venu à ce métier pour savoir, donc il me fallait la proximité des défunts. Donc j'ai dû faire des soins de conservation dans les règles juridiques imposées et techniques, mais au fur et à mesure... À ce jour, j'ai réalisé à peu près 20 000 personnes, quoi. Donc oui, donc 20 000 personnes, oui, et vous nous dites que ça fait l'équivalent d'une petite ville. Oui, hein, voilà, vous avez... Voilà. Donc, je me suis rendu compte que l'on veuille... Lorsque quelqu'un décède, on a de la peine. Enfin, je me trompe, les êtres humains ont de la peine lorsqu'un proche décède. Bon. Ils veulent, pour une dernière fois, retrouver le visage, sans les crispations de la mort. Mais ne serait-ce pas un échec de la réalité du cheminement spirituel face à la mort? Lorsque quelqu'un décède, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un instant, je veux dire. C'est là où tout va se passer. Je ne dis pas d'être heureux, de sourire, de faire la fête, mais lorsque quelqu'un décède, c'est le cheminement de l'immensité intense où l'être humain est plongé et où tout se déclenche. N'oublions pas que la vie humaine est plus courte que ce qui se passe après la mort dite physique terrestre, je veux dire. Si on ne connaît pas l'humain, comment voulez-vous englober tout ça? Vous ne pouvez pas... Alors, la thanatopraxie, c'est une technique qui est efficace, qui permet de donner l'apparence du sommeil, mais je considère que maintenant où j'en suis, donc je suis peut-être un vendu, tout ce que vous voulez, personne n'a à me donner de leçons sur le plan technique thanatopraxique. Je considère que lorsqu'un être humain est décédé, il faut le laisser. Alors, pourquoi est-ce que je reste dans les désastres? Parce que à mon avis, sur le plan, pas à mon avis, sur un plan global, sur le plan spirituel, sur le plan humain, il est plus concevable d'intervenir sur un corps qui est déchiqueté, qui est anéanti, embouilli, que sur un corps qui est mort de mort naturelle, basique, où l'intégrité n'est pas atteinte. Voilà, donc vous nous dites que pour les personnes, ce qui est le cas le plus fréquent, pour les personnes dont l'intégrité du corps n'est pas atteinte, donc dans le cas d'une mort naturelle, même si la personne peut mourir dans certaines souffrances et garder des grimaces sur son visage, vous considérez que ce n'est pas juste de faire des soins de conservation. Peut-être que ça porte tort à la personne. Hein. Vous nous dites dans vos livres que ça pourrait contribuer à empêcher on va dire,
l'âme de la personne ou le ça corps empêche. subtil de la personne, ça l'empêche de Oui. quitter le corps physique correctement. Alors Bien vous, sûr. donc, vous avez choisi de ne faire ces soins de conservation que pour le cas des personnes qui ont été malheureusement défigurées dans une tragédie, dans un cataclysme. Vous savez, le traumatisme d'un accident d'avion, c'est bon. Il ne faut pas oublier que lorsque la personne décède, elle ne meurt pas parce que le cœur s'est arrêté. Nous allons voir le film de Pierre Barnerias, qui est un type, enfin je dis un type, c'est affectueux, quelqu'un d'immensément riche et qui a à la fois tout ça. Oui, donc Pierre Barnerias, c'est le réalisateur du film Thanatos, l'ultime passage, Voilà. que nous allons voir ici au Capitol Studio. Voilà. Donc, il parle principalement, entre autres, des EMI, mais il faut savoir que lorsque quelqu'un décède, il va se voir. Parce que vous avez le processus de dissociation on dit, la conscience ou l'âme. Vous avez ce processus de dissociation où ça, un peu comme un vaisseau qui va partir vers la Lune, ils vont se dissocier pour que le vaisseau parte plus loin, l'autre retombe sur Terre, mais c'est pareil. Ce qui va rester sur Terre, c'est le corps humain. Ce qui va partir, c'est l'âme et la conscience. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un décède, il se voit. Pendant vous voulez dire que, en tout cas, certaines personnes, dont vous, si j'ai bien compris, vous pouvez, dans certaines circonstances, voir l'âme ou la conscience s'échapper du corps physique, parce que vous avez quand même développé cette capacité que tout le monde n'a pas. Je ne l'ai pas moi-même d'ailleurs, enfin en tout cas je n'ai pas eu l'occasion de me rendre compte de cette capacité pour l'instant. Mais je capacité, j'en suis convaincu. On sent les choses. Bon. Comment pourrais-je dire? Déjà, si on ne connaît pas l'être humain, comment voulez-vous connaître la mort? Si les gens ils s'amusent à rendre objet leurs prochains, les animaux, toutes les formes de vie sur Terre, ils vont rendre objet la mort. Et lorsque c'est le moment qui se passe où il faut qu'on se sépare, parce qu'il faut partir. Vous savez, un enfant, on le pousse pour qu'il parte. Ben là, nous sommes strictement pareils. Et il n'y a pas de drame parce que la personne décède, sauf à rester dans une approche binaire matérialiste. Il y avait un embaumeur écossais qui m'a dit, c'est Olivier, quand quelqu'un décède, juste quand il décède, il va entendre, il va voir, parce que l'activité du cerveau le permet. Bon. J'ai rencontré après des gens, j'ai écouté le film Thanatos, et c'est vrai que ces informations que j'avais m'ont conforté. Mais la mort n'est pas ce que les gens y pensent, ils se trompent. Il faut fuir le veau d'or, la fête foraine. Vous savez, il y a un goudron qui est mis sur la vie, qui recouvre toute la vie. Donc la mort n'est dans ce sens-là qu'il faut l'approcher. Mais je parle déjà trop. Non, vous nous avez parlé du veau d'or, là, je vais rebondir là-dessus, parce que dans votre livre, vous nous dites que vous avez aussi, en plus de votre petit carnet de notes ou de vos bouts de papier, vous avez aussi toujours un exemplaire de l'Ancien Testament avec vous. Hein. Et vous, de temps en temps, vous faites une lecture d'un passage au hasard comme ça, parce que vous pensez que il faut le faire. Ben, tout est dans la Bible. Hein. On ne va pas chercher des chemins de traverse pour accéder à une vérité qui n'existe pas, ne trouver que des mirages, mais tout est dans la Bible. Oui, en France, en exerçant, j'avais toujours ce livre qui est sacré, même s'il a été édité à maintes exemplaires, qui est sacré. Et à un moment donné, lorsqu'il y avait certaines des femmes, et pas tous, en respectant leur religion, bien évidemment, je m'asseyais au bord du lit, je retenais la main, j'ouvrais au hasard le livre, et je me mettais à lire une petite page, et je sentais à un certain moment donné des pulsions, parce que vous savez, quand quelqu'un repose sur son lit, qu'il est décédé, vous voyez le cœur qui bat. Ce n'est pas le cœur qui bat, mais vous avez l'être humain qui est en train de partir. Et il faut absolument le calmer, parce que alors, vous nous avez dit, vous voyez le cœur qui bat, puis vous vous êtes repris, mais en fait, il y a un cas dont vous nous parlez, où vous avez senti vraiment des vibrations sur le corps de la personne qui était là, devant vous, allongée sur son lit, et vous avez posé la main sur la poitrine de la personne, je crois, et vous avez senti des vibrations, mais ce n'était pas des vibrations physiques. Non, mais ça, c'est, comment vous direz, des manifestations un petit peu étranges. Oui. Vous savez, là où il y a les morts, il y a toujours des... C'est pas dans un match de football, vous allez voir une finale, que vous allez pouvoir voir ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est un thanatopracteur, qu'on est là-dedans, qu'on va voir. Si vous n'avez pas la disposition ou... Oui, eh bien écoutez, en tout cas, c'est vrai que la plupart des thanatopracteurs, ou quasiment tous les thanatopracteurs que j'ai rencontrés, n'ont pas parlé des manifestations que vous avez rencontrées, vous. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est parce qu'on est un thanatopracteur qu'on va voir, il ne faut pas se tromper de chemin. Bon, ils sont très bien, mais moi j'ai basé ma vie sur certaines choses, je m'en suis
jamais écarté. Et pourquoi est-ce que, alors, pourquoi est-ce que une fois, ben, j'ai eu la température d'un corps qui s'est mis à monter au point que si je le touchais, je me brûlais. Pourquoi moi? Alors, est-ce qu'il faut donner une explication? Si je donne une explication, je ne vais me projeter que moi-même. Je serai certainement loin de cette réalité originelle. Est-ce que moi, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, ouais, je dévie peut-être de votre cursus, je m'en excuse des questions que vous devez Non, me pas du poser. tout, non, 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 l'entretien se déroule. Une question. Nous sommes en société, nous savons comment est la mort, mais avons-nous pensé comment aurait été la mort avant la fin du 7e jour? Le paradis était, vous savez, Ève et Adam, Ève a mangé la pomme, le paradis est parti en perdition au fin du 7e jour. Bon. Est-ce que nous nous sommes posé la question, avant que cet acte terrible ne soit fait, comment était perçue la mort? On ne s'est jamais posé la question. Et ça, c'est fondamental. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est l'être humain qui a mis fin au paradis. Je pense que personne ne peut le contester. Et les seules formes de vie qui n'ont rien fait, ce sont les animaux, les insectes. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Ben, ces formes de vie se font massacrer par l'être humain. Vous voyez, tout se réécrit. Vous nous parlez pas vraiment d'animaux dans... Non. Est-ce qu'il y a... Non, vous n'avez pas rencontré de personnes défuntes qui avaient un animal domestique avec lequel il y aurait eu... Un cas de réincarnation, mais... Ah oui, je me souviens d'avoir lu ça, effectivement c'était étrange, oui. Oui, c'était étrange. Enfin, il y a beaucoup de choses étranges, vous êtes confronté à cela régulièrement. Présent. Il faut absolument noter l'instant présent. Il ne faut pas après penser que... Quand vous notez l'instant présent, vous êtes déjà sauvé. Vous n'allez pas vous diluer. Après... En tout cas, merci de réorienter un petit peu la conversation, parce qu'ici, on n'est pas là pour faire un spectacle de l'étrange, et c'est pas pour ça que je suis venu vous interviewer, c'est simplement pour que vous nous fassiez part de votre expérience, qui confirme simplement que, effectivement, l'au-delà existe, et la mort n'est pas binaire, enfin, on peut se dégager d'une conception binaire, hein, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors, l'aspect binaire, il y a des gens peut-être qui ne vont pas comprendre. Je dirais juste, ne restez pas trop matérialiste. Mais je crois que binaire, ça, au contraire, je pense que ça va beaucoup plus parler. En tout cas, les gens peuvent se sentir moins accusés. Enfin, si on dit non, non, moi je ne suis pas matérialiste, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non. Mais par contre, voilà, si on dit est-ce que vous êtes dualiste ou binaire, ça peut dire binaire, qu'est-ce que tu... Non, je crois que c'est une bonne idée. Non, mais là, la façon que vous avez de parler est très juste. Hein, je veux dire, on n'est pas là pour parler de l'étrange. Est-ce que ça existe? Nous sommes juste là pour faire une approche de la mort qui est logique, qui est normale. Et c'est vrai, vos questions sont bien. Merci pour vos compliments. Je voulais voir une dernière petite chose avec vous. Voyons, j'ai... ah oui, bien sûr. En fait, donc vous avez vu le film plusieurs fois. Vous avez intervenu dans le film, mais vous n'êtes parti... Enfin, vous avez... vous êtes forcément, enfin, spectateur. Je perds un petit peu mes mots. Vous êtes spectateur du film parce que il y a beaucoup de scènes auxquelles vous n'avez pas participé. Il y a différents. En fait, le film est un assemblage de différents entretiens, de différents témoignages. Exactement. Et voilà, vous êtes l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Et donc, vous avez découvert les autres témoignages avec intérêt, je suppose. Je ne les ai pas découverts avec intérêt. J'ai été ému pour certains. Vous avez été ému? Oui, j'ai été ému et j'ai appris. Je veux dire, bon, c'est vrai que j'ai 58 ans, je suis rentré dans la mort à 25 ans, ça fait un chemin de découverte, tout ça, de remise en question. Mais dans ce film, alors, la première fois que je l'ai vu, le film fini, j'ai été ému, je n'ai pas eu les larmes aux yeux, parce que c'est pas ma façon de procéder, ça ne vient pas. Vous n'êtes pas très émotif et c'est ce qui vous a permis. Sensible. Oui, c'est pas la même chose, oui. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, alors vous avez certaines personnes, je ne veux pas dévoiler le film, l'unanimité de toutes ces personnes, c'est l'élan du cœur, la sincérité, l'honnêteté. Vous avez des gens qui c'est arrivé et qui vous racontent ça, mais qui n'oseraient pas le raconter. Pourtant, vivre entre guillemets une EMI, c'est pas quelque chose de banal, je veux dire. Dans le cursus de la vie, c'est assez extraordinaire. Mais ça s'est passé au Moyen-Âge, à la préhistoire, ça s'est passé demain, des personnes isolées, entourées ou pas, vous voyez. Et ce film, alors j'ai appris beaucoup. Ouais, on apprend tout le temps. Comme je vous disais, nous ne sommes que le maillon d'une chaîne qui s'étend. On est toujours en phase d'apprentissage.
je peux redonner à autrui ce que j'ai vu au sein de la mort, et puis vous avez certaines personnes qui ont un métier un petit peu plus avancé socialement, dans la médecine, qui, là, ils m'ont appris des choses. Oui, c'est fabuleux ça. Alors, le grand merci à Pierre Barnerias. Le réalisateur du film. Le réalisateur du film. Thanatos, l'ultime passage, je pense qu'il n'a pas cédé à la tentation de l'argent, de faire un film facile pour le balancer dans les écrans. C'est vraiment avoir la foi et être sûr de ce qu'il veut, je veux dire. Aller jusqu'au bout de ses convictions, faire reconnaître, dégager les consciences. Et c'est vrai que nous ne serons pas à discuter si Pierre Barnerias un jour ne s'était pas dit je vais faire ce film. Et un jour, c'est vrai que mon téléphone a sonné. J'allais vous poser la question. C'est donc le réalisateur qui a pris contact avec vous, c'est pas vous qui êtes allé au-devant de... Il avait vu, je crois qu'il a lu un livre, le premier, et puis il m'a dit, voilà, est-ce que vous êtes Olivier Anfoux? Celui-ci Non, il y en a un autre encore. Ah, voyons, bon. D'accord. J'ai eu la part la plus facile, c'est-à-dire juste de vivre les événements que j'ai notés. Après, c'est vrai que Madame Geffroy, elle a eu la part la plus dure d'écrire. Bon, il m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà ce que je fais. Je dis, mais c'est fabuleux. Et en fait, j'avais mis le doigt dans un engrenage, c'est-à-dire une aventure fabuleuse qui allait me mener aux confins des prises de vue, tout ça. Et c'est enrichissant. Tout n'est que découverte auprès des êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres. Et est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui apparaissent dans le film ou pas? Non, je n'ai pas pu les rencontrer parce que je devais me déplacer à Paris au Grand Rex, parce que le lancement du film a eu lieu au Grand Rex. Oui, c'était l'avant-première. Oui, ça le comble, ça a été doublage des... Bon, c'était assez fabuleux, et c'était bien. Mais je n'ai pas rencontré personne, j'aurais aimé rencontrer... Mais j'imagine en fait que la plupart des intervenants du film ne se sont pas rencontrés non plus, sauf les quelques personnes que l'on voit réunies autour d'une table à Chamonix, voilà, dans le chalet, là, c'était une belle idée du réalisateur. Oui, c'est une très belle idée, très juste, très équilibré. On sentait qu'il y avait un équilibre dans le calme. De toute façon, le film, c'est le calme. Hein. Il n'y a que du calme. C'est vrai qu'il y a des séquences qui sont émouvantes. Mais il faut bien, comme dit Pierre Barnas, faire avancer les choses. Redonner à autrui ce que nous savons, c'est la base. Ne pas s'écarter de l'humain. Alors, vous allez me dire, bon ça, je parle sur la mort, il me dit le contraire. Non, nous y sommes. Une attitude humaine permet une certaine faculté d'approche du mystère de la mort. Vous savez, vous mourrez en quiétude, vous serez bien. Si vous mourrez dans la panique la plus totale, vous n'y arriverez jamais après. Il faut en avoir bien conscience. Vous avez rencontré des cas de personnes qui étaient probablement décédées dans une grande agitation intérieure et ça s'est ressenti, ça se ressentait énergétiquement. Ça se ressent et j'ai eu un cas vraiment, c'était un monsieur qui avait été... c'était un monsieur qui battait sa femme, le drame. Non mais franchement, bon, j'en ai encore... Oui, malheureusement, ça existe, oui, c'est assez, oui, il battait sa fréquent. Femme, le type. Oui, je dis le type, je m'excuse si c'est vulgaire. Bon, il battait sa femme, et puis sa femme, n'en pouvant plus, a pris son fusil de chasse. Parce que... il l'a tué. Bon. Et ce monsieur, j'ai retrouvé dans une morgue, je ne dirais pas d'où, parce qu'il faut quand même faire attention. Il y avait le mal en lui. Je suis rentré dans cette pièce, déjà avant même de rentrer dans la pièce, je sentais quelque chose qui se passait qui n'était pas bon. Quand je suis rentré dans cette pièce, que je l'ai vu sur son chariot, bien sûr il était sous un drap blanc, vous savez les draps mortuaires. Bon, qu'est-ce que je fais? J'enlève le drap pour voir. J'ai vu son visage, c'était un visage qui incarnait le mal. Et immédiatement dans la pièce, il y a eu des oiseaux, comme si c'était des oiseaux qui étaient enfermés. Il fallait absolument qu'ils sortent parce qu'ils avaient une frayeur panique. C'était des oiseaux plus qu'affolés, je veux dire, c'était terrible ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pourrais pas vous dire, j'ai fait mon boulot, mais je l'ai raccourci, mais je l'ai fait parce que je t'ai payé pour ça, il faut rester honnête. Mais j'en ai mis pour je ne sais pas combien de temps à m'en remettre. Quoi. Oui. Alors, nous allons... Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites actuellement? Donc c'est assez difficile en fait, c'est même plus peut-être une chose la plus difficile de votre carrière, non? C'est pas bon. Parce que j'imagine que quand même pour se rendre sur le lieu d'une catastrophe humanitaire, Alors, comme je vous disais, je travaille pas en France. Je ne suis plus en France à travailler normalement. Je dépends d'une entreprise qui, vous voyez là, quelle heure il est, je ne sais pas quelle heure il est.
mon téléphone va sonner, est-ce qu'il est allumé? On va me dire, Olivier, tu sais, il y a eu un truc qui s'est passé, il faut partir. Donc, où tu es? Combien de temps il te faut? Ça veut dire, tu as une valise, tu la prends. Tu as un billet qui t'attend à l'aéroport de Marignane, Marseille, tu pars. Oui, vous devez vous tenir prêt comme beaucoup de gens dans le métier funéraire et dans d'autres métiers aussi qui sont d'astreinte. Mais donc pour vous, c'est pour partir sur un lieu de catastrophe, c'est encore plus difficile. Disons, mais c'est pas votre idée apparemment. C'est mon opinion. Il ne faut pas voir ça comme ça. Sinon, ça sort. Non. Il faut déjà vous arracher à votre quotidien que vous vivez au départ. Si vous êtes marié, si vous avez des animaux, vous devez partir instantanément et vous êtes plongé dans un milieu que vous ne connaissez pas. Vous n'en connaissez pas les aboutissements. Je parle sociaux, comportement de personnes, les coutumes, les mœurs, etc. Vous savez juste si c'est un pays en état de guerre ou pas. Bon, à partir de là, vous faites le job. Pourquoi vous êtes payé? Mais c'est pas de temps en temps sortir la photo, larmoyer, tu me manques, tu me manques. Non, vous devez faire abstraction de beaucoup de choses et vous faites le travail. C'est aussi simple que ça. Alors, les morts de masse, est-ce que ça vous choque? Non. Je vois pas très bien en quoi ça pourrait choquer. Enfin, je dis ça, mais je connais certaines personnes qui ne supporteraient pas. Votre première mission, c'était à Haïti. Oui. Vous nous le racontez assez longuement dans votre ouvrage Entre mes mains. C'était assez éprouvant. Enfin, c'est toujours mon idée quand je découvre votre témoignage. Mais c'est vrai que vous êtes confronté à un environnement qu'on ne connaît pas en Europe, surtout dans le cadre d'une catastrophe. Peut-être qu'Haïti, aujourd'hui, en dehors de la catastrophe du séisme, c'est... Voilà, mais Haïti, au moment de la catastrophe, c'était... disons que Haïti... C'était un environnement dangereux pour vous. Oui, Haïti, il n'y avait plus personne. Tout le monde était mort à Port-au-Prince. Je veux dire, les infrastructures étaient anéanties. Tout le monde était mort. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de morts, mais vous avez, oui. Donc vous avez une délinquance horrible. Vous n'avez pas pu reconstituer les corps de toutes les personnes qui sont mortes. Vous avez eu une petite contribution, mais pour vous, c'était une grosse contribution. Petite en nombre, mais l'effet est sans doute immense. Voilà. Vous avez une obligation de résultat, là. C'est-à-dire que vous avez des personnes à retrouver, il faut les retrouver où que vous soyez, et vous faites le processus que vous dit. Bon, alors, Haïti, les avions, c'était fini tout ça. Déjà que c'est un pays qui est dangereux à la base. Tout se fait par route, par 4x4. Alors, il faut savoir que il y a des prisons à Haïti, et les prisons sont dures. Les gens qui y sont des criminels. Ce sont des types dangereux, mais la plus grande des prisons s'était éventrée. Et tout le monde était parti. Je les comprends, la prison n'a jamais été la panacée de certaines personnes. Mais comme c'est des criminels de droit très durs, des violeurs, des assassins... Mais vous êtes vraiment courageux pour aller faire votre travail dans ce milieu où vous savez que les criminels sont en liberté parce que la prison est détruite. Ça, tout le monde sait que c'est des gens qui étaient il y avait 5-6 000 qui s'étaient échappés, qui étaient au niveau de Port-au-Prince, principalement, et sur la périphérie jusqu'à la frontière de la République dominicaine et haïtienne, parce que pour aller à Haïti, il n'y a que la route. Vous n'arrivez pas en avion, c'est impossible. Il n'y a que l'armée américaine qui était là pour gérer l'espace aérien, et vous n'avez pas d'avion, donc il faut arriver à terme pour ça. Alors c'est vrai que le milieu était aussi là. Et quand vous arriviez sur le lieu où vous deviez travailler sur les personnes décédées, est-ce que vous aviez une perception énergétique, on va dire, de ce qui se passait là? Est-ce que pour les personnes qui étaient décédées dans ces conditions du séisme, donc par surprise... Vous avez raison de noter ça, parce qu'en fait, ça a été une partie de mon évolution. En fait, j'ai découvert que j'avais cette possibilité, que je ne le savais pas. Bon. Lorsque quelqu'un meurt de mort naturelle, vous avez le processus, l'âme qui s'en bat, tout ça. Bon. Mais lorsqu'elle meurt de mort génocide de masse, l'âme ou la conscience reste bloquée dans le côté géographique de la Terre. C'est-à-dire que à Haïti, frontière haïtienne dominicaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lac. Les gens disent le lac des massacrés, juste à la frontière. Vous y allez, bon je sais que vous n'allez pas y aller, vous y allez, et ce lac était rempli de sang. Pourquoi? Parce que certaines personnes, je ne veux pas dire la nationalité, ont tué des Haïtiens à l'arme blanche. Et le lac était rempli de sang. Et quand je suis arrivé en 4x4, parce que je faisais plusieurs fois le trajet, des dizaines de fois, avant d'arriver à cet espace, je sentais dans l'air quelque chose qui bruissait, mais
vous savez, la pression atmosphérique, quelque chose qui n'allait pas. Et puis plus je m'approchais de cet endroit qui est précis, quoi, qui est quand même géographiquement bien localisé, je sentais des mouvements tourner. Vous voyez? Puis je voyais des choses. Et oui, c'est-à-dire que Alors, probablement toutes les personnes qui sont décédées dans ce lac, oui, leur conscience ou leur âme reste à proximité. bloqué. Ils n'ont pas pu s'élever. Ils sont Exactement. restés là parce que personne n'a pu leur permettre ou Bien sûr. les aider pour qu'ils s'élèvent. Donc c'est effectivement, ça Exactement. doit représenter une énergie que vous avez perçue, J'ai- une énergie considérable, puisque là Exactement. c'était un décès de masse. Ah oui, c'est un décès de masse et ça s'est reproduit lorsque j'arrivais à Port-au-Prince. Eh oui. Port-au-Prince, vous savez, tout le monde a vu à la télé. Mais alors la difficulté de Port-au-Prince, c'est que les rues étaient obstruées. C'est pas un souci, tout est juste. Les rues étaient obstruées, donc il fallait avancer quelquefois ou pas. Mais vous êtes en milieu hostile. Et donc, comme vous devez retrouver absolument ces gens, vous avez l'identité, il faut les retrouver. Vous ne repartez pas sans pouvoir les retrouver. Donc, on fait abstraction de soi-même, de ses peurs, si on en a seulement. Je pense que des gens disent, mais c'est inconscient de faire un truc pareil. Mais écoutez, j'étais le seul Français qui fait partie de cette entreprise américaine. Pourquoi? Parce que d'une part, j'ai le diplôme anglais, que les thanatopacteurs français ne l'ont pas. Respectons la hiérarchie, même si je respecte les thanatos, comme vous dites, français. Et d'autre part, j'ai pu rentrer dans cette entreprise américaine qui m'a permis de... C'est pour ça que je dis, ce sont les Anglais qui m'ont tout donné, les Américains. La France m'a donné... oui, je suis né en France. Le diplôme anglais vous a donné davantage de compétences, enfin. Oui, davantage de compétences. Ça m'a donné une ouverture que je n'aurais pas eue parce qu'avec mon diplôme français, l'entreprise américaine ne m'aurait jamais pris, quoi. Ils ne prennent pas, les Français. Même s'il y a des excellents types ou femmes thanatopacteurs ou thanatopactrices, vous savez, pour les 30 ans, je ne sais même pas comment on dit thanatopactrice, bon, peu importe. Bon. Donc je peux vous dire qu'avec le diplôme français, je n'aurais jamais eu accès. Mais vous voyez, il faut toujours aller au bout de ses rêves et de ses pensées. Bien écoutez, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Nous Notre avons dit interview a beaucoup de duré choses. un peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. La discussion est toujours Les positive. personnes qui nous regardent seront certainement ravies d'avoir sûr. fait connaissance avec vous. Merci. Ben, c'est moi qui suis Merci très, Olivier Yanfoux. oui, tout est positif là. C'est beau. Et donc nous vous invitons à aller voir ce fameux film Thanatos, l'ultime passage, un très beau film de Pierre Bernérias avec entre autres Olivier Yanfoux. Un des intervenants parmi les nombreux qui ont autant de choses à apporter que moi-même. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si l'interview vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire tout de suite sur le bouton prévu pour cela. Et à très bientôt sur Au-delà de mourir.